Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean Leonetti. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il y a déjà 10 ans, dans cet hémicycle, une proposition de loi émanant de l'ensemble des députés était votée à l'unanimité, puis ensuite avec un vote unanime au Sénat. 10 ans sont passés, mais les 3 principes continuent à demeurer. Premier principe, le non-abandon. Deuxième principe, la non-souffrance. Troisième principe, le non-acharnement thérapeutique. Les phrases que disait un médecin à son malade étaient « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale ». Aujourd'hui, 10 ans après, beaucoup a été fait en pratique dans les ouvertures de lits de soins palliatifs qui se sont multipliées. Beaucoup a été fait aussi dans l'esprit de chacun, dans cette culture palliative qui a envahi progressivement la pensée des médecins dans leurs actes les plus anodins comme dans leurs actes majeurs. Et pourtant, lorsque le président de la République a été élu, sur l'engagement qu'il avait proposé lorsqu'il était candidat, il avait demandé à ce qu'il y ait une aide médicale pour terminer sa vie dans la dignité, lorsque, à la fin de la vie, la souffrance était insupportable et rebelle à tous les traitements. C'est dans cette optique que, après avoir fait 2 rapports majeurs, le rapport Sicard d'une part et le rapport du Comité consultatif national d'éthique, 2 mesures majeures sont apparues consensuelles et surtout indispensables. Indispensable parce que le mal mourir continuait en France. Et ce mal mourir consistait simplement à rappeler des chiffres durs. 12% des Français meurent dans nos hôpitaux avec des douleurs physiques insupportables dans les dernières heures de leur vie. 80% des sensations d'étouffement ne sont pas calmées ou mal prises en compte à la dernière période de la vie. Ces 2 éléments nous disent donc que ce mal mourir persistant devait avoir des réponses, et les réponses, Alain Claes les a évoquées comme vous, Madame la Ministre, c'est le sentiment à la fois que la parole du malade est insuffisamment entendue en fin de vie, et enfin que la souffrance n'est mal prise en compte par l'ensemble de notre système de santé. Pour y répondre, le président de la République a fait le choix de demander à Alain Claes et à moi-même d'élaborer une proposition de loi sur les directives d'une lettre de mission établie par le Premier ministre et qui nous demandait de répondre à 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de développer les soins palliatifs. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que cette souffrance soit mieux prise en compte sur le plan médical. Et le troisième, c'est que les directives anticipées aient une force contraignante plus importante que ce qu'elle était jusqu'à présent. C'est dans cet esprit de rassemblement évoqué par le Premier ministre et le Président de la République que nous avons travaillé, non pas comme l'a dit Alain Claes, plutôt non pas comme l'a répété Alain Claes dans une idée de compromis, mais dans une idée de dépassement. Et nous avions convenu ensemble qu'il n'était pas écrit que nous serions d'accord à la fin, mais que nous essaierions, non pas d'être d'accord, mais d'essayer de trouver les mesures les plus concrètes et les plus efficaces possibles pour répondre aux objectifs qui nous étaient fixés. Dans ce cadre, la proposition de loi a fait la classique navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et dans ces navettes, nous sommes arrivés à une commission mixte paritaire, comme on le sait chacun, constituée de 7 députés et de 7 sénateurs. Et après des débats, des interruptions de séance, et la prise du temps et l'écoute de chacun, la proposition a été votée article par article à l'unanimité et le texte à l'unanimité. Cet élément nous rappelle donc les éléments majeurs. Sédation. Sédation en phase terminale. Sédation dormir pour ne pas souffrir avant de mourir et non pas, comme on a pu l'interpréter, une sédation à but terminal. Oui, nous le savons, ce texte n'est pas un texte qui ouvre un droit à la mort et qui ouvre le droit à l'euthanasie ou au suicide assisté. Certains le regretteront, mais je leur dis très simplement que ça n'est pas aller plus loin, c'est aller ailleurs,
que de proposer un texte qui autoriserait cette transgression que certains pays démocratiques ont envisagée et mise en place. 2 conditions pour cette sédation. La mort est proche, première condition. La souffrance est insupportable et rebelle à tout traitement. Cela veut bien dire que le dialogue entre le médecin et le malade continue. Ce n'est pas un droit, comme on a voulu le dire, que les malades peuvent présenter de manière, je dirais, arbitraire à leur médecin. C'est un droit demandé légitime avec 2 conditions. La fin est proche et la souffrance est réfractaire. En ce qui concerne les situations, on en connaît une, c'est celle-là, cette demande-là. Mais lorsqu'on arrête un traitement de survie, il est bien légitime aussi de prendre la précaution, de faire en sorte que cet arrêt de traitement n'ait pas des conséquences de souffrance et que donc la sédation, à condition, bien entendu, là aussi, que la mort soit proche, soit mise en place pour éviter tout risque de souffrance ou d'inconfort majeur. Et nous avons voulu mettre dans le texte souffrance insupportable pour que les choses soient claires. Je voudrais aussi rappeler que les directives anticipées sont désormais contraignantes et non opposables. Pourquoi non opposables? Parce que celui qui se suicide et qui écrit sur sa table de nuit une lettre dans laquelle il dit « je veux mourir et je ne veux pas être réanimé », eh bien, il sera réanimé, contre sa volonté. Et on peut considérer que c'est un acte contre la liberté. Mais nous savons aussi que l'éthique de vulnérabilité doit s'équilibrer avec l'éthique d'autonomie pour faire en sorte que cet homme ou cette femme qui a voulu à un moment donné de sa vie mettre fin à ses jours puisse évidemment être sauvé et reprendre goût à la vie. Et nous savons qu'heureusement, 4 fois sur 5, les gens qui ont attenté à leur vie et qui ont été sauvés ne récidivent jamais. Cela veut bien dire que ce texte est un texte, oui, d'équilibre. Équilibre entre l'autonomie et sur le plan républicain, nous dirions la liberté, et puis équilibre avec la vulnérabilité, et sur le plan républicain, nous dirions la fraternité. Et cette égalité entre la liberté et la fraternité est bien au cœur de ce texte, dans lequel une autonomie totale donnée aux malades aboutirait à un abandon facile des plus vulnérables, mais la considération de la vulnérabilité sans jamais d'autonomie serait aussi une atteinte à la dignité de la personne. C'est dans cet esprit-là que nous avons avancé avec en CMP, et je le dis à mes collègues sur les bancs des Républicains, en ayant à l'idée de lever les ambiguïtés, d'apporter des précisions et de faire en sorte que cette clarification montre bien que ce texte est un texte qui lutte contre la souffrance et non pas un texte qui ouvre la voie à quelque chose qui est autre et qui n'est pas la prolongation de la mission qui nous a été confiée. De nouveaux droits. Oui, désormais, c'est le malade qui demande autonomie, mais en même temps, vérification par une collégialité médicale et en transparence que ces nouveaux droits sont effectivement non pas une atteinte à leur vulnérabilité, mais au contraire une considération de leur fragilité. C'est la raison pour laquelle j'espère, avec Alain Claes, avec qui nous avons travaillé et que je remercie à la fois de sa rigueur juridique et de la force de ses convictions, mais en même temps de la volonté de travailler dans le sens de la pratique et de l'intérêt général. Nous avons la conviction, et vous tous ensemble, nous avons la conviction que ce texte apportera de manière pratique un remède à l'inégalité que nous avons sur ce territoire et au fait que nous pourrons dire désormais à nos concitoyens, non, en fin de vie, si les souffrances sont insupportables, vous aurez le droit de vous endormir, apaisé et serein, à entourer de votre famille, sans que la violence de la douleur ou de la souffrance ne laisse dans la mémoire de vos aimants et de vos parents la mémoire altérée d'une fin de vie indigne. Merci de votre attention. Merci, mon cher collègue.